Préparez-vous à frissonner. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où votre courage peut aller? Plongez dans 3 histoires vraies de terreur et de mystère qui vont défier votre conception de la sécurité et de la normalité lors des quarts de nuit. Je travaillais de nuit dans un hôtel, un de ces endroits simples où l'on sert un petit déjeuner basique. La ville où je vivais avait été dévastée par un ouragan quelques mois auparavant. Maisons détruites, rues désertes, la situation était désastreuse. Les gens étaient partis, et l'hôtel, qui avait auparavant un nombre raisonnable de clients, était presque vide. Je travaillais de 18h à 2h du matin. La plupart des nuits étaient tranquilles, presque désertes. Juste moi, la réception et la salle des employés, où je passais le temps dans une petite salle de repos avec une machine à café et une salle de bain. Parfois, la solitude était écrasante, surtout après l'ouragan, lorsque la ville semblait avoir été engloutie par le silence. C'est lors de l'une de ces nuits solitaires que quelque chose d'étrange s'est produit. L'obscurité de l'hôtel semblait encore plus dense, et le vent à l'extérieur soufflait fort, frappant les fenêtres et faisant un bruit plus sinistre que rassurant. J'étais dans ma chaise tournante, regardant les moniteurs de sécurité, lorsque j'ai entendu un son inhabituel. Une voix profonde et rauque résonnait dans le hall, disant sans cesse « Bonjour ». Il y avait quelque chose dans la manière dont il parlait qui me retournait l'estomac. Je me suis levé, un peu hésitant, et suis passé par la porte donnant accès au comptoir de la réception. À travers l'ouverture en verre, j'ai vu un homme à l'extérieur. Il était un peu en sueur avec une expression étrange. Il a demandé des serviettes. J'en ai pris quelques-unes et les ai glissées sous le verre, ressentant un frisson dans le dos lorsqu'il m'a lancé un regard que je n'ai pas pu déchiffrer. L'homme a pris les serviettes de manière brusque et, sans dire un mot de plus, s'est dirigé vers le couloir des chambres. Sa façon de se déplacer était inquiétante, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je suis retourné à mon poste à la réception où j'avais une vue claire sur les caméras de sécurité. Je l'ai observé marcher dans le couloir, son comportement devenant de plus en plus étrange. Il a commencé à frotter les serviettes sur son visage, comme s'il essayait de cacher quelque chose ou de soulager une douleur. Je me suis demandé, que diable se passe-t-il avec ce type? Le malaise grandissait en moi. 10 minutes plus tard, le même homme est réapparu à la réception. Cette fois-ci, son expression était encore plus étrange. Il a crié « La clé de ma chambre est cassée ». J'ai haussé les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait. L'hôtel avait un système simple de chambres numérotées, donc je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé quel était le numéro de sa chambre. « 88 » a-t-il répondu, ou quelque chose comme ça, avec une voix qui semblait inconfortable et étrange. Je savais quel était notre nombre de chambres. Le mensonge était évident, et cela m'a donné un frisson dans le dos. Cet homme essayait clairement de me tromper. Je suis resté ferme et j'ai répondu « Monsieur, nous n'avons pas ce numéro de chambre. Êtes-vous sûr d'être bien logé ici ?» Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. L'homme a commencé à sourire de manière troublante, a incliné la tête sur le côté et s'est rapproché du verre. Lorsque son visage était presque collé à la paroi en verre, il a chuchoté « Je vais te tuer !» Sa voix était basse et presque calme, mais le sourire sur son visage et l'intensité de la menace ont fait glacer mon sang. Puis il a répété de plus en plus fort jusqu'à ce que le son devienne un cri assourdissant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai senti la panique m'envahir. À ce moment-là, tout ce que j'ai pu penser était de me protéger. « Je vais appeler la police !» ai-je crié en retour. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à composer le numéro de la police. L'homme continuait avec son sourire bizarre, se moquant pendant que je parlais au téléphone. Il semblait se réjouir de ma peur, ce qui ne faisait qu'amplifier le terreur. Alors, sans avertissement, il s'est retourné lentement et a commencé à se diriger vers la porte de sortie. J'étais encore au téléphone, informant que l'homme était en train de partir. La police m'a demandé si je voulais toujours qu'un policier se rende à l'hôtel. Moi, encore avec le cœur battant, j'ai dit que tout allait bien, pensant que la situation était résolue. Mais quelque chose me disait que la nuit n'était pas encore terminée. Les heures qui ont suivi ont été les plus lentes de ma vie. La peur était encore fraîche
et j'ai décidé de rester à la réception plutôt que de retourner à la salle des employés. Le hall semblait encore plus sombre maintenant, avec la lumière fluorescente clignotant de temps en temps, créant des ombres dansantes sur les murs. Vers 2 heures, un client est arrivé pour faire l'enregistrement. Je l'ai servi de manière automatique, essayant de ne pas penser à ce qui venait de se passer. Mon remplaçant est arrivé à l'heure habituelle et j'ai marqué ma sortie. Enfin, je pouvais rentrer chez moi. Je suis sorti de l'hôtel et le froid mordant de la nuit m'a fait regretter de ne pas avoir pris un manteau plus chaud. J'ai marché rapidement dans le parking, les mains enfoncées dans les poches de ma veste et la capuche relevée pour me protéger du vent glacial. Le silence de la ville était presque oppressant, sans le moindre signe de mouvement ou de voiture dans les rues. Mais alors j'ai entendu quelque chose. Un chuchotement venant des buissons qui couvraient les fenêtres du rez-de-chaussée de l'hôtel. Je me suis retourné mais je n'ai rien pu voir. Mon cœur a commencé à battre plus fort. La sensation d'être observé était palpable. J'ai accéléré le pas, essayant d'ignorer la sensation de terreur qui grandissait en moi. En sortant du parking et en tournant à gauche dans une rue résidentielle, j'ai réalisé que le bruit de mes pas était suivi par un autre bruit, des pas de quelqu'un courant, essayant d'être le plus silencieux possible. Mon esprit est entré en panique et je me suis retourné rapidement, m'arrêtant en pleine rue. Le bruit s'est également arrêté. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu une voiture garée juste derrière moi. Je pouvais presque sentir la présence de quelqu'un caché derrière. La rue était silencieuse et la peur s'est intensifiée lorsque j'ai entendu un rire bas et une voix familière chuchoter « Je vais te tuer ». C'était la même voix que celle de l'homme de l'hôtel et j'ai su instantanément qu'il me suivait. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai regardé autour de moi, désespéré de trouver une solution. La maison la plus proche avait une lumière allumée à l'étage. Il y avait quelqu'un là, et j'ai décidé que je devais courir là-bas pour demander de l'aide. En courant vers la maison, j'ai regardé en arrière vers la voiture et j'ai vu l'homme espionner par-dessus le capot, avec ce sourire effrayant toujours sur le visage. La panique m'a envahi. Je savais que je devais arriver à la maison avant qu'il ne puisse me rattraper. Je suis arrivé à la porte d'entrée et j'ai commencé à sonner frénétiquement. J'ai sonné au moins 3 fois, mon cœur battant à tout rompre. À chaque seconde qui passait, la sensation de terreur augmentait. J'étais sur le point de perdre espoir lorsque la porte s'est enfin ouverte. Un homme au visage préoccupé m'a regardé avec surprise. Il semblait avoir été réveillé par le bruit et, en me voyant, a immédiatement compris la gravité de la situation. Sans perdre de temps, j'ai crié « S'il vous plaît, aidez-moi! Il y a un homme qui me poursuit! Il essaie de me tuer !» Ma voix tremblait et était pleine de panique. L'homme qui se présenta comme Marc me regarda avec un mélange d'incrédulité et d'urgence. « Entre, entre vite !» dit-il en me tirant à l'intérieur de la maison avec une force inattendue. Il ferma la porte derrière moi et la verrouilla rapidement, ce qui me donna un petit soulagement. Je n'ai presque pas réussi à traiter ce qui se passait. Marc m'a offert un verre d'eau et m'a dit de m'asseoir. Mon corps tremblait et j'ai presque failli m'étouffer avec l'eau, essayant de reprendre mon souffle. Pendant ce temps, Marc a pris le téléphone et a appelé la police, expliquant la situation avec une calme qui contrastait avec le chaos que je ressentais. En attendant l'arrivée de la police, j'ai tenté d'expliquer ce qui s'était passé. Chaque détail semblait plus surréaliste et distant à mesure que je parlais, mais la sensation de terreur était toujours très présente. Marc a écouté attentivement et m'a réconforté, essayant de me faire sentir que j'étais en sécurité. Mais la vérité est que j'avais encore peur que l'homme puisse apparaître à tout moment. La sensation de sécurité que Marc m'a offerte était palpable, mais je ne pouvais toujours pas arrêter de penser au sourire malsain de l'homme et à la manière dont il semblait se réjouir de ma peur. Marc continua à me calmer, et enfin, le bruit des sirènes se rapprochant rompit le silence tendu de la maison. La police est arrivée et a commencé à poser des questions. Je les ai conduits jusqu'à l'endroit où l'homme m'avait attaqué, essayant de fournir toutes les informations que je pouvais. Ils ont commencé à examiner les images des caméras de sécurité de l'hôtel et ont recueilli toute preuve qu'ils pouvaient trouver. Après un certain temps, ils m'ont emmené au poste pour identifier l'homme parmi une file de personnes.
J'étais tellement nerveux que je pouvais à peine respirer. Ils ont amené 5 hommes qui ressemblaient à l'agresseur, et je les ai regardés un par un, essayant de trouver une ressemblance avec l'homme qui m'avait attaqué. Cependant, au moment où je devais faire l'identification, je n'ai réussi à reconnaître aucun d'eux. La pression et la peur avaient obscurci ma vision, et je me suis senti complètement impuissant. Lorsque les policiers ont dit qu'ils pouvaient laisser le dossier ouvert si je ne parvenais pas à identifier l'homme, la culpabilité et le regret ont commencé à me consumer. Je suis sorti du poste avec le sentiment d'avoir échoué dans quelque chose de crucial. L'idée que l'homme pourrait encore être en liberté me hantait. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'ai commis une erreur en ne reconnaissant pas l'agresseur, mais la pensée qu'il pourrait encore être là, libre, me hante chaque nuit. Cette nuit-là a été un tournant pour moi, une expérience qui a changé ma perception de la sécurité et de la normalité de mon quotidien. Marc, l'homme qui m'a sauvé, est resté en contact avec moi au cours des semaines suivantes, offrant son soutien et demandant comment j'allais. Il s'est révélé être un véritable ange gardien et je serai toujours reconnaissant pour son intervention courageuse. Les jours suivants ont été un mélange de soulagement et d'anxiété. L'hôtel avait reçu la visite de la police et le personnel avait été informé de l'incident. Les mesures de sécurité ont été renforcées et l'hôtel a commencé à avoir une surveillance constante. Le nom de l'agresseur et ses motivations n'ont jamais été révélés, mais les rapports indiquaient qu'il pourrait avoir été un homme avec un passé de comportement violent, ce qui a rendu la ville encore plus tendue. La sensation d'insécurité ne m'a jamais complètement quitté. J'ai commencé à regarder derrière moi plus souvent et à être plus vigilant face à tout bruit inattendu. Le fait de ne pas avoir pu identifier l'homme au poste continuait à me tourmenter. Je me demandais si, en ne reconnaissant pas l'agresseur, j'avais d'une certaine manière échoué à protéger la communauté et moi-même. Les visites à l'hôtel ont diminué avec le temps et le nombre de clients n'a jamais retrouvé son niveau d'avant l'ouragan. La ville est revenue à une normalité superficielle, mais la sensation que quelque chose de sombre pourrait guetter à tout moment est restée. Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a fait comprendre la fragilité de la sécurité et la cruauté que certaines personnes peuvent porter. Bien que la police ait promis de continuer la recherche de l'agresseur, il n'y a jamais eu de mise à jour significative sur le dossier. Pour moi, l'incertitude et le sentiment de vulnérabilité n'ont jamais complètement disparu. Avec le temps, ma vie s'est stabilisée, mais l'expérience de cette nuit a laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement. J'ai continué à travailler ailleurs, et finalement, j'ai changé de ville, essayant de laisser derrière moi le traumatisme et de chercher un nouveau départ. Cependant, le souvenir de cet homme et la sensation d'être toujours en alerte ne m'ont jamais abandonné. À chaque bruit inattendu, une partie de moi revient à cette nuit. Même les plus petits détails, comme la façon dont le vent siffle à travers les fenêtres ou le bruit de pas derrière moi sur le trottoir, évoquent la peur de cette expérience. Cette peur, bien que atténuée avec le temps, a encore le pouvoir de me paralyser par moments. Le cas de l'homme n'a jamais été résolu et cela continue à me hanter. Malgré le fait que la police ait fait tout ce qu'elle pouvait, le manque de conclusion définitive a laissé un vide dans l'histoire. Savoir que l'homme qui m'a menacé pourrait encore être là, vivant sa vie librement, est une préoccupation constante. Marc, l'homme qui m'a sauvé, est devenu une figure importante dans ma vie. Bien que nous n'ayons pas maintenu de contact constant, ce qu'il a fait pour moi cette nuit-là sera toujours rappelé avec gratitude. Son courage a été un phare dans un moment de ténèbres et je me sentirai toujours redevable envers lui. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la fragilité de la vie et l'importance d'être vigilant et préparé pour l'inattendu. J'ai appris à valoriser la sécurité et la présence des personnes qui peuvent nous soutenir en période de crise. Plus important encore, j'ai appris que, aussi fort que nous essayons d'échapper à nos peurs, elles restent souvent avec nous, façonnant nos vies de façon que nous n'avions jamais imaginée. L'histoire de l'homme au sourire perturbant est devenue une partie de ma vie.
Un rappel constant de l'imprévisibilité et de l'obscurité qui peut être cachée sous la surface d'un monde apparemment normal. Je me demande souvent si cet homme sera un jour retrouvé, ou s'il continuera à errer librement, comme une entité invisible qui a laissé une marque indélébile dans ma vie. Le cas n'a pas eu de solution définitive, et cela me fait questionner la nature de la justice et de la sécurité. La vérité finira-t-elle toujours par émerger, ou y a-t-il des cas qui restent sans réponse, laissant seulement une traînée d'incertitude et de peur? Ce qui me reste, ce sont les leçons tirées de cette expérience. J'ai appris à reconnaître et à apprécier les moments de sécurité, aussi petits soient-ils, et à être attentif aux signes de danger. L'expérience m'a également montré l'importance de la compassion et de l'entraide. Marc, avec son courage et sa bonté, a été un exemple de la manière dont l'intervention d'un inconnu peut faire toute la différence. Ainsi, cette histoire que j'ai vécue est devenue une partie de qui je suis. Malgré les cicatrices, j'ai continué à chercher une vie normale, essayant de garder la peur sous contrôle, mais je dois avouer que je n'y parviens pas toujours. Cependant, chaque fois que la nuit devient trop silencieuse, ou lorsqu'un bruit inattendu brise le silence, le souvenir de cette nuit me hante à nouveau. L'homme au sourire perturbant a peut-être disparu de ma vie, mais l'impact de son acte de violence continue à me rappeler la fragilité de la sécurité et la nécessité de rester toujours vigilant. Prêt pour une prochaine histoire effrayante? Alors, mettez un like et plongez dans le suspense de notre prochaine histoire d'horreur. Je me souviens encore de cette nuit à l'hôpital Saint-Michel, comme si c'était hier. Je suis Laura, infirmière depuis plus de 5 ans, et je travaille dans cet hôpital depuis longtemps. Je connais chaque recoin de cet endroit. En général, les nuits sont tranquilles, mais il y a quelque chose de spécial, ou plutôt de perturbant, dans les quarts de nuit. C'était une nuit particulièrement calme, sans urgence en vue, et l'équipe était détendue, soulagée par cette tranquillité. La plupart de mes collègues étaient repliés dans leur propre petit coin, comme moi. J'aime toujours trouver un espace plus isolé pour faire une sieste, loin des regards curieux et de la pression constante des quarts de jour. Je me dirigeais vers la salle de repos des infirmiers, une petite pièce cachée au fond de l'hôpital. Parfois, le silence est si profond qu'on peut presque entendre le battement de son propre cœur. Ce soir-là, l'hôpital semblait être un labyrinthe d'échos et d'ombres. Chaque pas que je faisais semblait amplifié par la quiétude et j'étais sur le point de profiter d'un bref moment de repos. Mais, avant que je puisse arriver à destination, un cri perçant et désespéré remplissait le couloir. C'était un cri si aigu et plein de douleur qu'il me fit retourner l'estomac. Je pensais que c'était une femme en travail, alors, avec un soupir de fatigue et une pointe d'inquiétude, j'ai décidé d'enquêter. La maternité était proche et le son semblait provenir de là. Je me suis dirigé vers cet endroit avec une inquiétude mêlée de nervosité pour la femme qui semblait souffrir. Quand j'arrivai à la maternité, ce que je vis me fit hésiter. Le secteur était étrange, complètement silencieux. Les lumières faibles clignotaient sur les murs blancs, créant un jeu d'ombre qui semblait jouer avec ma vision. Les lits étaient vides, les berceaux également désertés. Le cri avait cessé, mais l'ambiance semblait différente, comme si quelque chose était subtilement déplacé. J'ai commencé à vérifier les chambres, une par une, mes pas résonnant sur le sol en linoléum. Rien, il n'y avait personne. Le cri que j'avais entendu semblait avoir été une illusion, un écho d'un cauchemar collectif. Le cœur battant et un frisson dans le dos, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Les histoires que j'avais entendues sur cet endroit, sur les sons inexplicables et les présences étranges, commençaient à prendre sens. La peur s'était installée. Cette sensation oppressante m'enveloppa comme un manteau lourd lorsque j'ai décidé de quitter la maternité. L'idée de continuer ma recherche semblait absurde maintenant, puisque le secteur était vide et la sensation de malaise devenait insupportable. Mais, avant que je puisse faire 2 pas vers la sortie, une vague de froid inattendu m'enveloppa. L'air autour de moi semblait avoir changé soudainement, devenant glacial et dense. Je regardais autour,
tentant de rationaliser ce que je ressentais. La maternité, normalement si accueillante et vivante, semblait maintenant être un endroit complètement différent. Presque comme si elle était coincée entre le monde réel et un autre plan plus sombre. Lorsque je me retournai pour partir, une étrange sensation d'être observé me prit. La sensation que quelqu'un était là, juste derrière moi, sans que je puisse rien voir. Mon corps était en alerte totale, les poils de mes bras se hérissant. Chaque ombre semblait se mouvoir indépendamment, comme si elle était vivante. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans ma tête. J'ai accéléré le pas, mes jambes lourdes de peur et de l'effort, pour vouloir sortir le plus rapidement possible. Le couloir semblait s'être étiré, les pas de mes chaussures frappant le sol de manière rythmique. J'étais presque à la sortie quand soudainement, le cri revint. Cette fois, il semblait plus proche, plus désespéré. Le son était comme un lamentement, une supplication qui me fit m'arrêter instantanément. La sensation de panique était si intense que je faillis m'effondrer au sol. J'essayais de calmer ma respiration et de regarder autour, mais tout ce que je pouvais voir étaient les ombres projetées par les lumières faibles. Le cri semblait se répéter, venant de quelque part au fond de la maternité, comme si la source de la douleur appelait à l'aide de là où je me trouvais. Dans un élan, j'ai décidé d'explorer plus en profondeur. Les histoires que j'avais entendues sur la maternité et les sons inexplicables commençaient à se mélanger avec ma propre expérience. La peur et la curiosité se battaient en moi et je ne pouvais pas décider si je devais rester ou fuir. Chaque fois que j'essayais de bouger, je ressentais une résistance invisible, comme si l'atmosphère elle-même se refermait autour de moi. Le temps semblait s'étirer et l'espace paraissait plus petit à mesure que je m'approchais de l'endroit d'où semblait venir le son. Mes yeux cherchaient désespérément un signe, quelque chose qui expliquerait ce qui se passait, mais tout ce que je trouvais était les mêmes chambres vides et le même silence oppressant. Alors que je revenais vers le centre de la maternité, le froid s'intensifiait comme si je traversais une couche de glace invisible. La sensation d'être observé était encore plus intense. Je pouvais sentir des yeux invisibles me suivre et l'air était lourd, presque oppressant. Le cri désespéré avait cessé, mais la peur était palpable. Mon instinct me disait de sortir de là, de courir aussi vite que possible. Mais une partie de moi était encore en état de choc, tentant de comprendre ce qui se passait. L'environnement devenait de plus en plus étrange et hostile. Les ombres des murs semblaient s'allonger, et chaque mouvement de ma part résonnait avec un son sinistre. J'étais seul, et le silence était presque assourdissant. Chaque fois que je regardais les chambres, elles semblaient changer de forme, comme si quelque chose se cachait dans les ombres, juste à l'affût. Les histoires que j'avais entendues sur la maternité, les rumeurs d'apparitions et de sons inexplicables, devenaient douloureusement réelles. Je ne pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui était le fruit de mon imagination exacerbée par la peur. La panique m'a pris quand, pendant un moment, je n'ai pas trouvé la sortie. Le couloir semblait interminable et le son de mon propre cœur battant était la seule chose que je pouvais entendre, accélérant et pulsant dans mes oreilles. La température autour de moi semblait descendre encore plus, et j'étais si gelé que mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Je décidai que je devais sortir de là, quoi qu'il arrive. Avec un effort colossal, je commençai à courir dans les couloirs, ma respiration haletante et mes pas résonnant dans une course frénétique. La peur m'a fait avancer et je n'ai pas regardé en arrière. Chaque ombre semblait se mouvoir, chaque bruit semblait amplifié et je sentais comme si j'étais poursuivi par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Enfin, je vis la porte de sortie de la maternité. Avec un dernier effort, je me lançai hors de ce secteur oppressant, ressentant un immense soulagement en franchissant la ligne de sécurité. Mon esprit était en tourbillon et j'étais complètement épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. De retour dans la salle de repos, j'ai essayé de me calmer, mais c'était impossible. L'angoisse de cette nuit était encore fraîche dans mon esprit. Je ne pouvais plus me détendre, même si le quart était maintenant calme. La maternité, avec ses ombres et ses cris inexplicables,
était devenu un cauchemar que je ne pourrais pas oublier de sitôt. Le lendemain matin, j'ai discuté avec mes collègues de ce qui s'était passé. Certains rirent, pensant que j'étais simplement fatigué et que le cri était une illusion causée par le stress. D'autres, cependant, comprenaient ma peur. Ils avaient aussi leurs propres histoires et expériences étranges à raconter sur ce secteur. Ce qui s'est passé cette nuit-là, à la maternité de l'hôpital Saint-Michel, n'a jamais eu d'explication concrète. L'histoire du cri et la sensation oppressante sont restées comme un mystère, une ombre qui plane sur l'hôpital. Chaque fois que quelqu'un mentionne la maternité, un frisson parcourt encore ma colonne vertébrale et je sais que je ne verrai plus jamais cet endroit de la même manière. Même maintenant, en passant devant la maternité pendant la journée, je ne peux pas éviter de ressentir un frisson. Quelque chose de cette nuit m'a marqué de manière permanente. La maternité de l'hôpital Saint-Michel continue d'être un lieu entouré de mystères et de peurs où le réel et le surnaturel semblent se mêler, et je me demande si un jour des réponses seront trouvées ou si la terreur de cette nuit restera éternellement sans explication. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez un commentaire pour partager vos impressions avec nous. J'ai travaillé dans un magasin où l'on trouve de tout pour réparer et décorer sa maison. Le quart de fermeture, qui était de 18h à 22h, était généralement tranquille, surtout parce que j'étais accompagné de Nicole, la caissière qui travaillait avec moi. Nicole était une personne incroyable, gentille, réservée, avec un sourire qui illuminait le lieu. Et bien sûr, elle était très belle, ce qui attirait une quantité considérable d'attention indésirable. Nicole faisait constamment face à des avances et des compliments de clients, la plupart du temps avec une invitation à dîner ou quelque chose du genre. Cependant, elle refusait toujours poliment, car en plus d'être assez réservée, elle avait une petite amie. Cette situation la mettait mal à l'aise, et je lui disais toujours de dire qu'elle était lesbienne, mais elle préférait garder cela pour elle, arguant que ce n'était pas leur affaire. Nous sommes devenus de grands amis avec le temps, et avoir Nicole près de moi était d'une grande aide. Nos pauses déjeuner étaient plus supportables, et le travail semblait moins solitaire. Un après-midi, pendant mon quart de travail, Nicole est revenue d'une pause déjeuner et a commencé à me parler d'un homme qui avait tenté de la draguer. Selon elle, l'homme l'avait abordée d'une manière plutôt effrayante en lui proposant de sortir. Nicole avait poliment refusé, en disant qu'elle était déjà en couple, et l'homme, bien que n'ayant pas semblé très heureux de la réponse, était parti. J'ai ri de la situation, pensant que c'était juste un autre intéressé, essayant d'attirer son attention. Mais, à ma grande surprise, cet homme est revenu plus tard. Nicole était sortie pour aider un client à trouver des planches. Donc, quand l'homme est entré dans le magasin, j'étais seul à la caisse. Il avait l'air normal au premier abord, un homme attrayant, du moins pour la plupart des gens. Cependant, son comportement était loin d'être normal. Après avoir jeté un coup d'œil autour du magasin, il s'est approché et a dit qu'il était là pour voir Nicole. Je lui ai demandé comment il la connaissait et il m'a dit qu'il était venu auparavant et il avait l'invité à sortir, en disant qu'elle aurait accepté l'invitation. Cela n'avait pas de sens. Alors je lui ai dit que ce n'était pas son quart de travail ce jour-là. Sa réaction a été instantanée, son sourire a disparu pour être remplacé par une expression d'irritation. Il a insisté pour parler à Nicole à nouveau et essayer de faire sa proposition une fois de plus. J'étais mal à l'aise avec la situation, car son histoire ne tenait pas la route et je ne voulais pas révéler que Nicole était lesbienne puisque ce n'était pas son affaire. Alors soudainement, une idée m'est venue. J'ai inventé sur le moment que Nicole était ma fiancée. Son regard irrité s'est transformé en confusion visible. Il semblait choqué et a commencé à poser des questions sur comment quelqu'un d'aussi belle qu'elle pouvait être avec quelqu'un comme moi. Je ne suis pas vraiment un beau mec, mais je ne pense pas non plus être si moche. J'ai essayé de rester ferme et j'ai dit que peu importe, que nous allions nous marier dans quelques mois, donc qu'il devait s'éloigner. L'homme m'a lancé un regard meurtrier, mais est resté silencieux. Après un moment gênant, il est sorti du magasin. Lorsque Nicole est revenue, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a demandé une description de l'homme et quand je l'ai donnée, elle a confirmé qu'il s'agissait du même gars qui avait essayé de la draguer précédemment. Elle était un peu effrayée,
mais a trouvé l'excuse de la fiancée amusante. Quelques semaines se sont écoulées depuis la dernière rencontre avec l'homme effrayant. Cet épisode commençait à s'effacer de nos mémoires, jusqu'à ce qu'une nuit, alors que Nicole et moi étions en train de fermer, quelque chose d'effrayant s'est produit. Il était déjà tard, et nous allions sortir pour jeter les poubelles afin de pouvoir fermer le magasin et rentrer chez nous. L'ambiance était silencieuse, avec seulement le bruit de nos pas résonnant dans le couloir. Tout à coup, un bruit sourd à la porte vitrée nous fit sursauter. Mon cœur battait plus fort dans ma poitrine lorsque je vis l'homme à nouveau. Il avait un regard sauvage dans les yeux et son visage était pressé contre la vitre de la porte. Il semblait hors de contrôle et son regard était terrifiant. « Nous sommes fermés », dis-je, essayant de rester calme. Mais il insista pour entrer. Nicole lui cria de partir, disant qu'elle n'était pas intéressée et qu'il devait s'en aller. Ce qu'il dit ensuite me glaça. Avec une voix remplie de colère et une expression frénétique, il cria qu'il n'était pas là pour Nicole, il était là pour moi, et ensuite, il révéla son plan d'éliminer le fiancé de Nicole pour qu'elle soit entièrement à lui. Je compris que l'homme était là pour me tuer. Mon esprit tournait à toute vitesse. Sans armes, sans défense, et avec l'homme clairement hors de contrôle, je savais que je devais garder Nicole en sécurité. « Va au bureau du directeur et appelle la police », ordonnai-je à Nicole. Elle hésita un moment, puis courut dans le magasin, tandis que je restais là, observant cet homme enragé. L'homme commença à frapper les portes vitrées avec une fureur incontrôlable. Les portes tremblaient au point que je pensais qu'elles pourraient se détacher. Le bruit était assourdissant et la panique s'installait. Je sentais la peur croître à chaque seconde. C'est alors que, presque désespérée, Nicole revint en courant avec une planche de bois à la main. Elle criait que la police était en route. En voyant la planche et en entendant le bruit des sirènes qui se rapprochaient, l'homme décida enfin de partir. Après le départ de l'homme, le directeur rencontra les policiers à l'entrée et les guida pour examiner les images des caméras de sécurité. Nicole et moi étions soulagés, mais encore sous le choc. Les caméras ont clairement montré le comportement de l'homme et sa tentative d'intrusion dans le magasin. Heureusement, avec l'aide des images et de la description que nous avons fournies, l'homme a été identifié et arrêté peu après. Le soulagement était immense, mais la peur et la tension étaient encore présentes. Nicole et moi ne nous sommes jamais sentis en sécurité à travailler là-bas, et l'expérience nous a profondément perturbés. Nicole et moi sommes restés amis, et elle commente souvent que le fait d'être à mes côtés à l'époque a aidé à dissuader l'homme. Et je pense également que c'était crucial d'être avec elle pour faire face à la situation. L'épisode a été un avertissement pour moi et pour nous tous sur la gravité de certaines menaces et l'importance de rester vigilant face aux intentions des personnes qui insistent pour ne pas respecter nos limites et n'acceptent pas un non comme réponse. Après l'arrestation de l'homme, le soulagement a été grand, mais Nicole et moi n'avons pas réussi à laisser simplement le traumatisme derrière nous. L'expérience avait changé notre perspective sur la sécurité et la confiance au travail. Nous avions l'impression que l'endroit qui était autrefois notre refuge était maintenant chargé d'une ombre de peur. Nous avons décidé qu'il était préférable pour notre santé mentale et notre sécurité de trouver des emplois différents. L'expérience nous a rapprochés encore plus, et bien que ce qui s'est passé ait été extrêmement effrayant, cela a renforcé notre amitié et ensemble, nous avons appris à être plus attentifs aux signes d'alerte dans toute situation. Heureusement, nous avons trouvé d'autres emplois et avons commencé à fréquenter la même faculté, ce qui a été un réconfort et un nouveau départ pour nous. La faculté nous a offert une opportunité de reconstruire nos vies et de retrouver une certaine normalité. Aujourd'hui, chaque fois que nous nous rappelons ce qui s'est passé, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un frisson. Cependant, nous sommes aussi fiers de la façon dont nous avons réussi à gérer la situation et à nous protéger mutuellement. Prêt pour encore plus de frissons? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et plongez dans votre nouvelle addiction. Rejoignez notre communauté d'explorateurs audacieux et embarquez pour un voyage effrayant qui éveillera vos pires peurs et vous empêchera de dormir. Si vous avez une histoire terrifiante et troublante à partager,
Envoyez-la nous par email. Votre anonymat sera préservé.